Et on va parler d'international, international et Poutine toujours, hein, qui vient de montrer les muscles. L'avez-vous vu aujourd'hui, c'était l'autre actualité de la journée, avec l'essai de sa force nucléaire, Sarmat, des missiles de 5e génération, surnommé Satan II par les forces otaniennes. Alors la frappe s'est déroulée dans la péninsule du Kamtchatka, qui est la partie, c'est voilà, une péninsule extrême orientale de la Russie. Et le Pentagone a été un des premiers à réagir en calmant le jeu. L'amour de la patate. Merci pour le follow Filmlit. Le Pentagone a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une menace, mais, je cite, d'un essai de routine dont l'avait au préalable informé Moscou. Donc pas de panique, il ne s'agit pas d'une attaque, mais Poutine, ils attaqueraient leur propre territoire, ce serait un peu débile. Poutine ajoute toutefois que cela fera, je cite aussi, réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer la Russie. Donc voilà, hein, toujours avec des déclarations dans la finesse, dans la délicatesse. Alors ce qui fait la spécificité des missiles Sarmat de 5e génération, c'est qu'ils sont invisibles et qui déjouent tous les systèmes de sécurité anti-aériens. Alors il y avait aussi des missiles qui étaient ultrasoniques, qui allaient trop vite pour pouvoir être interceptés, mais ça c'est encore un arsenal différent. Je crois qu'il y a 3 types de missiles actuellement qui sont vraiment mis en avant dans l'arsenal russe. Et surtout l'autre spécificité, c'est qu'ils peuvent frapper une cible n'importe où sur le globe, même à plusieurs milliers de kilomètres. Il disait on peut passer par le pôle nord, le pôle sud, pas de panique. Justement, nous dit Kaka Chourou. On s'entraîne pour bien vous la mettre dans le... oui, bah peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas de panique, on peut frapper partout, en passant par partout. Et on vous le montre. Si vous bougez, je vous bute. Ceci n'est pas une menace. Après, tous les essais nucléaires, en fait, bon, ça a double utilité. Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que les nouveaux missiles, ils se comportent comme on l'avait imaginé ? Donc, il y a quand même... voilà, un taf simplement d'expérimentation. Alors, pas très écologique évidemment, hein. Balancer des missiles nucléaires, même dans des endroits où il n'y a personne, c'est pas trop green friendly, mais why not? La France l'a fait aussi, hein. Chirac, c'est le premier truc qu'il s'est dit. Il s'est dit, ah, vas-y, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans les conneries de président alors j'ai le droit de dissoudre l'Assemblée nationale et reprendre les essais nucléaires que Mitterrand avait arrêtés. Bah, on va faire les deux. Bon, les gens lui ont dit c'est une connerie, mais il l'a fait quand même. De toute façon, Chirac, il était beaucoup plus malin pour acquérir le pouvoir que pour l'exercer, hein. D'ailleurs, c'est souvent le cas, hein. Et donc, 2 articles qui parlent de ce sujet. La Russie annonce avoir testé avec succès le Sarmat, un missile intercontinental sans équivalent, selon Vladimir Poutine. Donc, un article de France Info, ici un autre de Ouest France, vante un premier tir de Sarmat, un nouveau missile balistique unique. Donc faire réfléchir à 2 fois les ennemis. Alors il y a la phrase in extenso si vous la voulez. C'est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées, qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à 2 fois ceux qui essayent de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Donc, alors c'est pas juste si on te menace avec des armées. Si la rhétorique ne te plaît pas, potentiellement tu peux envoyer un missile nucléaire. J'espère que ça veut pas dire ça. Plus rien ne m'étonne, hein, disait la chanson d'Orelsan, hein, mais... et on va peut-être passer cette chanson qui n'est pas la meilleure de l'OST de Unpacking sur le coup, mais j'aimerais pas voir la Russie comme pays limitrophe. Ah, tu te sens un peu menacé. Après, quand t'as les États-Unis comme pays limitrophe, t'es un peu condamné à la vassalisation aussi, hein. Différemment. Je veux dire, ils envoient pas l'armée au Canada ou au Mexique, mais par contre, oui, c'est souvent, c'est quand il y a des régimes qui nous plaisent pas, on va, dans un premier temps, créer de l'agitation, on va financer le mec qui est le plus en adéquation avec notre ligne et qui est le mieux en meilleure position pour destituer le mec qui nous plaît pas. Puis en dernière instance, on peut tenter d'autres trucs un peu plus louches. Alors après, ils ont pas de problème à envoyer leur armée, mais ils le font pas systématiquement. À la Russie non plus, ceci dit, hein, mais... Donc c'est toujours plus compliqué, mais ouais, effectivement, être dans le giron de 2 superpuissances comme ça, d'une de ces 2 superpuissances, ça doit être compliqué. Nous, au moins, là-bas en France, on est un petit peu éloigné des deux, même si l'Union Européenne est quand même souvent plus sur des postures, j'allais dire occidentales, mais parce que du coup, c'est devenu un petit peu ça, c'est que le bloc occidental, c'est pour pas dire la politique de Washington. Il y a des nuances, évidemment, il y a plein de moments où la France s'est positionnée contre les États-Unis, même si de moins en moins souvent. Faut bien le remarquer. Vivement que Elon Musk nous amène tous sur Mars. Moi, je l'ai déjà dit, je veux être le premier animateur radio de Mars, mais on verra. On verra. Et alors, revenons alors un peu moins loin que Mars. Nice of Sidonia, très bonne chanson de Muse, justement. Sidonia, c'est sur Mars.
Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Mais info bonus et un peu plus trivial toujours sur la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine qui aurait un impact sur l'huile de tournesol. Bah ouais, souvenez-vous des pénuries de PQ, souvenez-vous des pénuries de pâtes. Et bien pour des raisons différentes, il pourrait y avoir une pénurie. Et il y a déjà en fait une pénurie d'huile de tournesol. Et parce qu'on le sait, avec la France, l'Ukraine, je l'ai déjà rappelé souvent, c'est l'autre grenier de l'Europe. Alors lequel est le plus gros d'ailleurs, je ne sais pas exactement, mais c'est les deux pays les plus producteurs et exportateurs de denrées alimentaires agricoles. Alors, 2 tiers des importations françaises de tournesol proviennent d'Ukraine. Nous, on en a des champs de tournesol à perte de vue, mais on en importe quand même 2 tiers, vraisemblablement de là-bas, principalement pour la fabrication d'huile et de tourteaux. J'ai pas compris, de tourteaux pour l'alimentation animale. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est, les tourteaux pour l'alimentation animale. Pour moi, les tourteaux, c'était des crabes. Je vois pas le rapport avec le tournesol, expliquez-moi dans les commentaires, expliquez-moi sur le chat. Faut investir dans l'huile d'olive du coup. L'huile d'olive ça reste plus cher. Hein. Mais, et justement, donc ça c'était une citation de l'ONG Foodwatch, justement sur les 2 tiers des importations. Et alors en conséquence, quelles conséquences ça a de façon pratique? Le prix de cette denrée alimentaire augmente. Et certains magasins limitent déjà l'achat à 3 bouteilles maximum par passage en caisse. Ça va, c'est... Est-ce que vous... je sais pas si soit vous êtes un restaurateur et vous faites vos courses à métro ou sur le marché ou ailleurs, soit si vous êtes un particulier et vous n'avez pas besoin de plus de 3 bouteilles à chaque passage en caisse. Bon après il y a des gens ils pourraient tricher, dire je vais faire 10 passages en caisse et je vais prendre toute l'huile. Il y a des gens qui le feront, ne le faites pas s'il vous plaît, ne refaites pas comme le même coup que le PQ quoi. Alors qu'est-ce que vous nous dites? Note Clear qui nous dit sur Twitch, l'Ukraine a les meilleures terres agricoles d'Europe. Pas mal de pays autour de la Méditerranée sont dépendants de l'Ukraine pour se nourrir. Et même, ouais, c'est même, je crois, c'est l'Afrique sur et subsaharienne. Hein. Et il me semble qu'il y a déjà des pénuries alimentaires dans plein de pays à cause de ça. Les tourteaux sont... Ah, merci pour l'explication, Couscoussier. Sont les résidus solides de l'extraction de l'huile de graines ou de fruits oléagineux. Ce sont les coproduits de la trituration, procédé de fabrication de l'huile. Ils représentent généralement de 50 à 75% de la masse des graines. D'accord. Donc les tourteaux, c'est ce qui reste quand on enlève l'huile. Ok, et ça c'est pour faire bouffer les animaux. Ok. Satil, est-ce que tu veux qu'on te nourrisse avec des graines en fait? Elle a pas l'air super convaincue. C'est quoi le rapport avec la choucroute? Le rapport avec la choucroute, c'est que du coup, en fait, c'est plus difficile d'être un pays producteur quand t'es en train de te faire bombarder partout. Et du coup, en fait, tous les pays qui dépendaient de l'Ukraine au niveau alimentaire, ils voient évidemment leur approvisionnement se tarir ou au moins être perturbé. Donc voilà, je voulais finir sur quelque chose d'un petit peu plus en mode fun facts. Et n'hésitez pas à participer à la Radio Libre si vous le souhaitez. Je vous ai mis le lien, je vous remets le lien. Si vous souhaitez participer sur Discord, vous venez au standard. Comme d'habitude, c'est la Radio Libre. On donne la parole à tout le monde, à toutes et tous. Donc n'hésitez pas. Et ouais, je tiens jusqu'à 8 minutes, c'est pour YouTube. C'est mieux comme format pour la rediff. Ciao, abonnez-vous.